merci déjà à toutes ces personnes qui sont à mes côtés pour cette conférence de presse, et merci à vous d'avoir bien voulu nous apporter quelques instants dans un moment qu'il me semble pouvoir qualifier de capital. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on a eu une fois de plus, et on y reviendra beaucoup plus dans le détail, les résultats de l'enquête publique, les conclusions qui sont négatives devant les citoyens qui devaient s'exprimer dans le cadre de ce projet Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Et cet énième avis négatif ou défavorable succède à celui de décembre 2017, celui de janvier 2018, donc du CLPN. Ensuite, on avait eu celui de l'autorité environnementale au printemps. Tous ces avis étaient complètement défavorables, et je laisserai les techniciens revenir sur les détails, vous apporter plus de détails. Et maintenant, les citoyens qui s'expriment et cet avis qui est défavorable. Alors, si ce n'est pas maintenant qu'on fait cette conférence de presse, en tous les cas en tant qu'élu de la nation, élu particulièrement, je dirais à même de pouvoir m'exprimer sur le sujet, puisque vous savez que le tracé du Grand Contournement Ouest de Strasbourg impacte particulièrement la 4e circonscription du Bas-Rhin, mais c'est bien au-delà que je m'exprime. Certes, je suis parlementaire, mais je suis aussi médecin. Et en tant que médecin, j'ai aussi le devoir d'alerter par rapport à la population, même si pendant plusieurs années, d'autres personnes ont mis en avant la pollution comme un argument devant permettre de justifier la construction du Grand Contournement Ouest de Strasbourg. C'est vrai que pendant quelques mois, voire quasiment la première année de mon élection, j'ai eu un positionnement au début, on va dire, réservé. J'ai agi plutôt comme médiatrice sur le sujet. Ce qui m'a donné le temps aussi de rentrer complètement dans tous les dossiers et de pouvoir me faire une véritable opinion sur le fond. Et très clairement, au-delà d'avoir signé il y a peu de temps, notamment dans le cadre du collectif anti-GCO, vraiment d'avoir posé ma signature tout à fait contre ce projet, je m'exprime parce que mon confrère à mes côtés va pouvoir rajouter et apporter des chiffres, mais on sait déjà que l'Alsace est en mauvaise position par rapport à l'incidence notamment des accidents vasculaires cérébraux. Des études récentes scientifiques nous démontrent que la pollution augmente, et de façon extrêmement importante, les accidents vasculaires cérébraux. Alors c'est pas tant faire un accident vasculaire, mais c'est tout ce que ça peut engendrer en matière de déficit, de handicap, de perte de son emploi, d'impact pour la personne, d'impact pour l'environnement. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est tout récent aussi, l'incroyable incidence des pathologies chroniques telles le diabète, qui sont là aussi en lien très fortement associés à la pollution. Donc voilà, ça c'est vraiment l'entrée médicale où certes, il faut absolument aussi réfléchir tous ensemble, et là on va y revenir, à proposer autre chose pour soulager. On est tous en souffrance par rapport à la circulation sur l'A35, à sa circulation en périphérie de Strasbourg, mais vraiment, il n'est pas convenable, il est même indécent de dire que ce grand contournement ouest pourrait améliorer cette circulation. On est aussi à un moment capital parce que vous savez qu'au sein de ce gouvernement, quels que soient les territoires, nous abordons la question des mobilités
Et il est plus que jamais temps de repenser ce projet. J'aime à rappeler qu'il est quasiment aussi vieux que moi, le projet, je crois. Enfin, en tout cas, il date du siècle dernier. Et il est plus que temps de regarder ce projet au travers de notre nouvelle loupe des Grenelles des mobilités et surtout en phase avec un environnement, une qualité de l'environnement pour nos concitoyens qui doit être respectée. Et quand on sait aussi, et là je pense que les uns et les autres autour de moi y reviendront, sur les changements climatiques, et c'est pas en rajoutant de nouveau une autoroute qu'on va améliorer l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et puis je reviendrai peut-être s'il y a lieu, mais en tous les cas, je laisse la parole à toutes ces personnes qui m'entourent et qui sont des techniciens particulièrement non seulement investis sur la question, mais en tout cas pouvant vous apporter un éclairage très technique sur le sujet. Voilà, Maurice. Merci beaucoup. Je vais prendre le relais. Donc Maurice Vince, je suis vice-président d'Alsace Nature et à ce titre-là, je fais partie du collectif GCO Non Merci et dont je suis un des animateurs. Alors ce que je voudrais dire en quelques points, 3 points principaux, c'est un petit peu sur la base de l'avis de la commission d'enquête qui a eu lieu il y a quelques temps, qui a été rendu la semaine dernière. C'est que ce dossier de GCO pose 2 questions principales. Une première, c'est pas une question seulement d'aménagement du territoire, c'est véritablement une question de démocratie. Parce qu'on considère que cette enquête a été bâclée par les services de l'État, en tout cas localement, dans la mesure où on a eu affaire pour un même projet. Parce que, pour rappel, le projet de GCO, c'est une boucle autoroutière d'environ 24 km de long et qui a été confiée à 2 concessionnaires différents. Un premier, c'est Vinci Arcos pour l'essentiel du tracé, et un deuxième concessionnaire, la SANEF, pour la partie nord, raccordement à la 4. Et l'enquête publique, enfin la consultation du public pour ce projet a donné lieu à 3 procédures de consultation différentes au même moment quasiment. Une première, une enquête publique au titre du dossier unique pour Vinci Arcos, donc qui concernait à la fois la question de la loi sur l'eau et la question de la dérogation à la destruction d'espèces protégées. Une deuxième enquête publique uniquement sur la loi sur l'eau pour la partie SANEF. Et une troisième forme de consultation uniquement sur le site de l'Adréal, donc une consultation publique, une enquête publique, une consultation publique sur la partie dérogation d'espèces protégées pour la partie SANEF. Donc 3 procédures différentes pour un même projet. On ne comprend pas comment le public peut s'en sortir, alors que les gens qui ont l'habitude de ce genre de procédure ont déjà du mal à s'en sortir. Deuxième élément, la commission d'enquête l'a clairement exprimé, le dossier concernant donc la partie Arcos sur laquelle on va plutôt s'appesantir, c'est un dossier extrêmement complexe, donc vous l'avez vu sans doute, il faisait à peu près 5000 pages, 30 kg de documents, et avec des parties qui se renvoient les unes aux autres, enfin quelque chose d'extrêmement difficile à lire, et même la commission d'enquête a dit qu'ils avaient eu beaucoup de mal à rentrer dans le dossier et à comprendre quelle était la logique du dossier. Donc vous imaginez le public qui n'a pas un plein temps à s'occuper de ça, comment il peut être dérouté par rapport à une enquête publique de ce type-là. La commission d'enquête elle-même, elle le dit dans son rapport, elle a eu l'intégralité du dossier le 24 mars pour une enquête publique qui démarrait le 4 avril. C'est-à-dire à peine un peu plus d'une semaine pour prendre possession d'un dossier d'une complexité de ce type-là. Franchement, c'est pas très... imaginez que ce n'est pas les meilleures conditions pour pratiquer l'enquête publique. Alors, autre problème, c'est que un communiqué des services de l'État annonçait, avant même le début de l'enquête publique, que l'État autoriserait les travaux de réalisation de gestion. Donc, on est là dans un système où l'enquête publique est considérée comme une simple formalité qui n'a aucune espèce d'importance dans un processus. Et ça pose vraiment question. Alors, il se trouve que hier, nous avons participé à une audition au CESE, donc au Comité économique et social environnemental au niveau national, sur la démocratie environnementale. Et je peux vous dire que le GCO va commencer à servir de cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en matière de respect de la démocratie environnementale.
Et il est très clair que la manière dont ça a été fait, ça ne respecte absolument pas la Convention d'Aarhus que la France a ratifiée et qui prévoit une accessibilité de l'information au public, qui prévoit aussi que le public puisse participer pleinement au processus de décision des pouvoirs publics, et ce qui là, manifestement, n'est absolument pas le cas. Ensuite, ça pose question aussi du point de vue de la démocratie de façon plus générale, parce que, en l'occurrence, l'État est jugé partie. C'est-à-dire que l'État, et en particulier la préfecture, est à la fois instructeur d'un dossier qui a été politiquement décidé, donc réaliser ce projet d'aménagement, et en même temps, l'État doit veiller à ce que toutes les conditions soient respectées pour que la loi biodiversité soit respectée, c'est-à-dire que les éléments environnementaux doivent être absolument pris en compte, et la loi biodiversité dit qu'un projet aujourd'hui ne doit pas entraîner de perte nette de biodiversité, voire doit se traduire par un gain de bilan de biodiversité. Alors comment l'État, qui veut absolument réaliser ce projet, en tout cas au niveau de la préfecture, peut-il sérieusement instruire les aspects environnementaux quand ces aspects environnementaux conduisent logiquement à ne pas autoriser ce projet puisqu'il n'est pas capable de répondre aux objectifs de la loi biodiversité. On est là manifestement dans une double contrainte dont on ne peut pas sortir normalement. Et donc ça pose question sur la manière dont on instruit aujourd'hui les dossiers. Il faudrait qu'il y ait véritablement une autorité environnementale distincte du porteur de projet qui puisse avoir un regard complètement objectif et neutre et déconnecté de la volonté de faire passer un dossier par rapport à ça. Et ce n'est pas le cas pour le GCO, et c'est ça en bonne partie qui pose toute une série de problèmes. Donc ça c'est sur l'aspect démocratique, et pour nous, en tant que collectif aujourd'hui, si on continue à se battre aussi, c'est pas seulement pour ou contre le GCO, mais c'est pour que l'expression démocratique soit respectée. Sinon ça n'a plus de sens. Si aujourd'hui, malgré, et Martine Monner l'a dit, en fait il y en a 5 avis défavorables cumulés sur le GCO, 2 avis du CNPN, un avis de l'Agence française de la biodiversité, un avis de l'autorité environnementale et l'avis de la commission d'enquête publique. Donc 5 avis défavorables cumulés. Si avec ces 5 avis, on considère que ce projet est bon et que ce projet peut se réaliser, alors ça n'a plus aucun sens de mettre en place des structures de concertation. Ça n'a plus de sens de consulter le public puisque de toute façon on s'assoit dessus quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment un enjeu aussi de démocratie locale à ce stade. Alors sur le fond, rapidement, quand on regarde, on ne va pas vous détailler tout le contenu de l'avis de la commission d'enquête, il fait une 60aine de pages, mais il est extrêmement instructif à lire, puisque je l'ai transmis à des collègues juristes qui, je pense qu'ils vont s'en servir pendant des années pour les étudiants. Il y a vraiment de quoi. Ce qui est intéressant, c'est que la commission d'enquête raconte aussi comment elle a été traitée dans le cadre de l'enquête publique, comment elle a eu des difficultés à avoir accès aux informations, vous pouvez le feuilleter. Et donc c'est extrêmement intéressant ce point. Alors, qu'est-ce que dit la commission d'enquête? En gros, c'est, pour faire très vite au-delà des aspects de forme que j'ai déjà évoqués, c'est qu'il y a 2 éléments majeurs qui devraient permettre d'accorder l'autorisation de travaux qui ne sont pas présents. Un premier, c'est que pour pouvoir détruire des espèces protégées, la loi dit qu'il faut qu'il y ait des raisons impératives d'intérêt public majeur. C'est-à-dire que pour permettre de déroger à la protection des espèces qui sont protégées par la loi, il faut que les projets démontrent des raisons impératives. Ce n'est pas juste des raisons, c'est des raisons impératives d'intérêt public majeur. Et la commission d'enquête considère que dans l'état actuel du dossier, ces raisons impératives d'intérêt public majeur ne sont pas démontrées dans le dossier soumis par Vinci. Et principalement sur 2 points, je ne vais pas m'appesantir, il y en a plusieurs, mais il y a principalement 2 points. Il y a le point de la santé, qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire que le dossier ne démontre pas que le GCO va améliorer la situation du point de vue sanitaire sur l'agglomération strasbourgeoise. Il aurait même plutôt tendance à aggraver la situation puisqu'il va favoriser le trafic. Et donc on ne voit pas comment une infrastructure qui est censée favoriser le trafic automobile peut réduire la pollution automobile. Et donc la commission n'est pas convaincue du fait que ce qui pourrait être un intérêt public majeur, effectivement, la santé, que le dossier et le projet répondent à cet objectif. Et le deuxième élément qui ne convainc pas la commission, c'est que ce qui est annoncé comme devant justifier le projet, c'est le délestage des encombrements autour de l'agglomération strasbourgeoise. Donc on sait tous, on est d'accord que c'est saturé autour de Strasbourg. Et bien là non plus, la commission estime que le dossier
ne démontre pas que le GCO va servir à améliorer significativement la situation de la circulation de Strasbourg, puisque l'objectif du GCO, c'est pas ça. L'objectif du GCO, c'est de faciliter le transit international nord-sud à travers l'Europe. Et donc, évidemment, en ce faisant, il va capter une partie du trafic de transit qui circule sur la 35, mais ce trafic ne représente de loin pas la majorité du trafic poids lourd sur la 35, et surtout, le GCO va attirer un trafic supplémentaire, d'autant plus qu'on est dans une situation aujourd'hui où on a une taxe sur la circulation des poids lourds du côté allemand et qu'on n'a rien d'équivalent du côté alsacien. Donc le GCO, c'est la porte ouverte à un trafic international qui n'apporte strictement rien à l'Alsace et qui va au contraire générer un trafic global supplémentaire à l'échelle européenne. Et donc ne répond absolument pas aux enjeux de délestage que tout le monde reconnaît autour de l'agglomération strasbourgeoise. Donc sur ces deux points qui pourraient justifier le GCO et la dérogation à la destruction d'espèces protégées, la commission d'enquête n'est pas convaincue. Et ce n'est pas nous qui disons ça, c'est la commission d'enquête. Ce n'est pas nous qui avons dit que le dossier n'était pas bon du point de vue environnemental, c'est le CNPN, ce sont des experts, des scientifiques. Ce n'est pas nous qui avons dit que le dossier est mal fait et n'est pas convaincant, c'est l'autorité environnementale, c'est des ingénieurs. Et c'est l'Agence française de la biodiversité qui sont des spécialistes notamment de l'eau et de la biodiversité. Donc c'est pas nous qui disons, nous le disons aussi, mais il n'y a pas que nous qui disons que le projet n'est pas bon. Ce qu'on constate, c'est que chaque fois que des personnes qui prennent un peu de recul et examinent le dossier en se prenant le temps, comme Martine Bonner vient de dire tout à l'heure, on arrive à la conclusion que ce projet n'est pas bon. Il n'y a que ceux qui sont enferrés dans ce truc-là depuis des décennies aujourd'hui, qui ne sont pas capables de lever le nez et de changer de regard. Mais la plupart des autres personnes constatent, au bout d'un certain temps, que ce projet n'est pas approprié, n'est pas adapté aux enjeux. Alors, et le troisième élément dans le dossier, après je vais passer très vite à nos demandes, c'est que la séquence qui est inscrite dans la loi aussi, éviter, réduire, compenser, les aspects environnementaux, n'est pas traitée de façon satisfaisante. Donc les mesures d'évitement ne sont pas suffisantes, les mesures de réduction ne sont pas suffisantes et les mesures de compensation ne sont pas suffisantes non plus. Malgré le fait que Vinci a eu 3 possibilités de compléter son dossier. Et malgré 3 possibilités offertes, c'est toujours pas le cas. Alors, nos demandes, en gros, d'abord, c'est d'arrêter l'acharnement thérapeutique sur ce dossier parce que on en est là, c'est-à-dire on maintient artificiellement en vie un projet que tout condamne, vraiment tout condamne. Et on entend encore du côté des services de l'État, oui, on va reprendre langue avec Vinci, on va leur permettre de faire un bon dossier. Mais ça fait 3 fois qu'on entend ça, et ça fait 3 fois que Vinci n'arrive pas à faire un bon dossier. À un moment, il faut en tirer des conséquences, il faut dire ça suffit. Si vous commandez à un professionnel et qu'il a 3 expertises défavorables, qu'est-ce que vous faites? Vous ne le prenez pas. Et bien là, on est exactement dans cette situation. On a un concessionnaire qui a 5 fois, on lui a dit que c'était pas bon. Et bien on arrête les frais, on en tire les conséquences. Alors on espère que l'État va finir par entendre ça et va en tirer les conséquences. Et donc il n'est pas question pour nous qu'on continue à dire on va permettre à Vinci d'améliorer le dossier. Ça suffit. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas capables de le faire et maintenant. Et surtout que c'est pas bon sur le fond. Si encore sur le fond le dossier répondait aux enjeux, on pourrait accepter, mais là en plus c'est pas bon. Donc moi je vais en tirer les conséquences. J'allais dire on changerait de partenaire, ça serait Vinci ou quelqu'un d'autre, ça serait exactement pareil. Et par rapport à ça, on sait qu'il y a normalement une réunion de CODERST, alors c'est encore très technique, je suis désolé, le CODERST qui est prévu le 19 juillet. Le CODERST, c'est une commission administrative qui donne un avis sur des installations classées qui ont un rapport avec l'environnement. Et en l'occurrence, le CODERST serait convoqué pour donner un avis sur les questions liées à la loi sur l'eau, sur le projet. Donc c'est une instance qui est composée de représentants d'État, de personnes qualifiées, d'associations protection nature, etc. Et donc ce CODERST a été invité à se réunir le 19 juillet pour un ordre du jour uniquement consacré au GCO. Alors pour nous, si ce CODERST se réunit, compte tenu de ce contexte, avec un avis défavorable de la commission d'enquête, c'est-à-dire s'il se réunit, ça voudrait dire que l'État considère qu'il n'a rien à voir, qu'il n'y a pas de problème, et qu'on continue la procédure comme avant. Pour nous, c'est vraiment, alors je n'aime pas ce terme-là, déclaration de guerre, mais c'est vraiment un casus belli. C'est vraiment c'est la même chose, c'est vraiment un affront, et c'est vraiment le signe d'un non-respect de ce que le public est capable de dire, de ce que la population est capable d'exprimer. Voilà, c'est un déni de démocratie. Donc, et c'est un signe pour nous. Si le préfet décide de maintenir ce CODERST, pour nous, ça veut dire qu'on en tirera les conséquences.
Ça, c'est très clair. Alors, ce qu'on demande, par rapport à tout ce qui vient de se passer, c'est qu'il est temps de remettre à plat, alors, non pas le dossier du GCO, mais tous les enjeux qui sont liés aux questions de déplacement autour de Strasbourg et à travers la plaine d'Alsace. Donc, pour nous, c'est le moment d'arrêter de s'acharner et de remettre à plat tous les enjeux. Et il y a une opportunité qui nous est offerte, d'une certaine façon, et qui est offerte à tous les acteurs. C'est le Grenelle des mobilités qui a été installé par l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, ce que nous demandons, c'est que dans le cadre de ce Grenelle, on remette tout à plat et qu'on étudie, et Luc en parlera plus précisément, qu'on étudie un scénario sans GCO, mais avec l'écotaxe, on en parlera. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce Grenelle des mobilités a été lancé au niveau de l'Eurométropole parce qu'il y a un vrai plan national et qu'au niveau national, quel que soit le territoire, il y a une réflexion à mener en matière de mobilité, de déplacement, de développement au nom de ce type de projet. Donc on est complètement en phase. Et 3 dernières phrases. Quand Robert Herrmann dit, il a dit hier ou avant-hier, je crois, que les anti-GCO n'ont pas de solution à proposer, alors il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. Franchement, ça fait des années que nous proposons des alternatives, encore faut-il les écouter. Et Luc en parlera, donc je ne m'appesantis pas là-dessus, mais des alternatives, nous en proposons depuis très longtemps, à différentes échelles. Le problème, c'est que quand on est complètement enferré dans un projet comme le GCO, eh bien, on n'a peut-être pas le temps de réfléchir à autre chose et surtout on n'a pas la capacité à prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais des alternatives, on en propose. Il faut aussi que l'Eurométropole entende ce que nous disons et mettre des moyens dans ces alternatives. Parce que c'est bien beau de mettre une liste, de dire dans le cadre du PDU qu'on va faire ça, ça et ça. S'il n'y a pas de budget pour le faire, il n'y a aucune chance que ça se réalise. Donc l'enjeu, il est là. Il est autour, d'une part, de réfléchir ensemble, de poser toutes les alternatives possibles et ensuite de décider de les mettre en œuvre. Et puis, nous espérons aussi que, compte tenu du fait que ça commence à se tendre de nouveau, bien entendu, avec cet avis défavorable de la commission d'enquête, que l'État reste mesuré au niveau des forces de l'ordre qui seront déployées. Il faut tirer les leçons de Sivens. On n'a pas envie de vivre un deuxième Sivens en Alsace. Et donc, on est dans une situation où les procédures ne sont pas au bout et il n'y a aucune raison, de notre point de vue, de commencer à déployer des forces de police pour vider je ne sais pas qui. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas le problème. Et en tout cas, cet avis défavorable légitime l'opposition du collectif depuis des années. Et heureusement que nous avons été là, parce que si nous n'avions pas été là, il y a des tas de dégâts qui auraient été commis par Vinci et qui aujourd'hui ne seraient même pas autorisés. Donc on a joué le rôle de police de l'environnement à la place de l'État. Et enfin, pour terminer, nous pensons qu'il est temps que M. Nicolas Hulot, en tant que ministre de l'écologie, puisqu'il est porteur de cette démarche et avec un certain engagement, ça, je pense que tout le monde est d'accord, se saisisse personnellement de ce dossier et tire les conséquences de la manière dont ce dossier a été maltraité, si on veut, localement par l'État. Voilà. Les solutions, peut-être, Luc, Santé, un complément par rapport à ce que j'ai dit. Oui, j'ai le micro, pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Le chiffre que je voulais vous montrer, 120,33, alors 33 c'est pour faire médical, on va dire. Le 120,33 c'est le taux d'incidence des accidents vasculaires cérébraux en Alsace en 2014. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas annuels. Et ce nombre de nouveaux cas annuels a progressé de manière véritablement vertigineuse. Voilà. Notamment, plus dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin. Ce qu'on constate, c'est que ce taux ne peut pas être expliqué ni par le vieillissement de la population, ni par les facteurs de risque vasculaire habituels, que ce sont essentiellement des jeunes qui sont touchés et que, en fait, on trouve beaucoup plus de cas en milieu urbain qu'en milieu rural. Ce qui fait que de nombreux épidémiologistes pensent que ceci est lié à la pollution microparticulaire. Alors, je pose la question, est-ce que le GCO est capable de répondre à cet enjeu de santé publique? Je répondrai bien évidemment non.
Si on est un peu sérieux et qu'on étudie la question, on va se rendre compte véritablement, très rapidement, que c'est une fable, une sornette. Pendant très longtemps, on nous a dit que le GCO allait diminuer la pollution. Grosso modo, on enlève un petit peu de pollution là où il y a le plus de monde pour en mettre là où il y a moins de monde. Alors ça peut paraître en effet très séduisant. Ça pourrait éventuellement marcher s'il n'y avait pas, comme ça a été dit plusieurs fois, de trafic induit. Et malheureusement, le GCO va induire, à mon avis, 3 types de trafic. Déjà, il y a tous les gens qui vont vouloir rentrer dans Strasbourg pour aller y travailler. Et donc, il va y avoir un trafic supplémentaire sur l'A350. Donc là, on ne va pas dire que ça va réduire la pollution des riverains. Ensuite, il y a tous ceux qui vont vouloir échapper au péage et donc qui vont circuler dans l'Eurométropole. Et donc, ça va induire un deuxième type de trafic. Et puis, troisièmement, eh bien, comme ça a été expliqué plusieurs fois, il va y avoir une véritable invasion de camions, d'autant plus qu'on sait qu'à un moment donné, le fameux verrou du Binwald va sauter, et là, c'est tout, en effet, le trafic qui vient de l'Europe de l'Est qui va se reporter sur l'Alsace. Sachant en plus, comme ça a été dit, qu'il y a une différence de tarification entre les deux côtés de la frontière. Alors, ce qui est intéressant aussi, par rapport à ce chiffre, c'est qu'il montre bien que le problème, il n'est pas que local. Il se situe au niveau régional et même, si on va encore plus loin, au niveau national. C'est-à-dire que là, on a vraiment un enjeu de santé publique. Il faut réduire cette pollution. Et donc, en fait, là, le GCO ne concerne pas, il n'a jamais concerné d'ailleurs que les riverains, il ne concerne pas que les riverains, il concerne l'Eurométropole, mais aussi toute l'Alsace. Voilà. Et là, vraiment, je pense qu'il faut revoir, comme l'ont dit les différents interlocuteurs, le problème au niveau de toute l'Alsace. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve mes collègues de Strasbourg Respire ont bien noté dans leurs conclusions, c'est que la pollution microparticulaire, c'est un problème général. Voilà. Et donc, il faut s'y attacher et il faut faire une remise à plat de, je dirais, notamment nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement, les moyens de déplacement. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses, mais déjà, centrons-nous sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Je vais laisser la parole à peut-être Dany. Oui, peut-être juste pour rebondir sur la commission. Oui, pardon. Donc, Dany Karcher, le maire de la commune de Kolbsheim, donc confronté au GCO depuis que je suis élu en 2001 et devenu opposant en 2001. Parce qu'on n'a pas jamais réussi à me convaincre que le GCO résoudrait les problèmes de Strasbourg et de l'Alsace, dans quel cas ça nous ferait une conscience et une consolation, ce qu'on va casser près de chez nous, parce qu'on est souvent traité de navis. Je sais qu'on n'aime pas les chiffres, j'aimerais juste en citer 3. La commission d'enquête remet en cause aussi le fondement même de l'autoroute en disant qu'elle n'arrivera pas à régler ce problème de circulation sur Kolbsheim, ni la pollution, puisque les deux sont liés. Et donc, pour faire simple dans les chiffres viennent du Conseil général de l'environnement et du développement durable, donc les services de l'État. La dernière étude conséquente qu'on connaît sur le sujet date de fin 2013, donc les chiffres que je vous donne sont dans cette étude-là. Il faut savoir que le GCO, le scénario, donc c'est un scénario 2010-2025, avec le trafic 2010, l'évolution du trafic dans la traversée de Strasbourg avec sans GCO. Avec le GCO, la circulation dans la traversée de Strasbourg va augmenter. Elle va augmenter tout en drainant un nouveau trafic de 20 à 40 000 véhicules en parallèle sur le GCO. Le GCO plus ce qu'on appelle la requalification de l'autoroute qui traverse Strasbourg, c'est-à-dire la transformer en une voie urbaine, va diminuer le trafic de 3,8 petits pourcents. Sachant qu'en fait, on va diminuer de 3,8% le trafic à faire passer dans un tuyau qui, lui, va être réduit de beaucoup plus que quelques pourcents. Donc je vous laisse deviner, en termes de congestion, ce que cela peut donner.
Rappelons qu'en parallèle, il y a toujours un GCO qui circule. Une étude de la même époque qu'on trouve à la Chambre de commerce et d'industrie nous parle des poids lourds. Dans le mental des Alsaciens, si parfois on arrive à être convaincu que oui, effectivement, pour les voitures et pour moi, c'est peut-être pas bien, mais au moins ça va enlever les camions, il faut savoir que la CCI montre que les 2 tiers des poids lourds qui traversent Strasbourg ont quelque chose à voir avec l'Eurométropole, soit décharge, soit les deux. Donc, même en interdisant le transit, j'ai entendu récemment à l'Eurométropole qu'on ne sait toujours pas comment faire. Donc même en arrivant, ça veut dire qu'il y a quand même les 2 tiers, c'est-à-dire de 15 000, on passerait à 10 000 ou 11 000 poids lourds encore toujours restants pour traverser Strasbourg. Dernier chiffre, 54% des emplois de tout le Bas-Rhin sont dans l'Eurométropole. Quand on a compris comment les gens se déplacent, on a compris ce qui bloque l'Eurométropole. Voilà, ben c'est ce qui nous ramène à imaginer des solutions dont Luc va sans doute nous parler. Oui, bah donc je vais... Je voulais juste avant que tu nous apportes un éclairage sur tout ce qui est possible, peut-être ajouter encore, on sait très bien le décalage aujourd'hui du côté allemand, les poids lourds payent déjà une taxe. Cette taxe vient d'augmenter depuis le 1er juillet et a augmenté à destination des camions les plus polluants. Donc on voit aisément et de façon extrêmement naturelle que s'il y a un GCO, la taxe étant ce qu'elle est côté allemand pour les plus polluants, où circuleront demain les camions les plus polluants. Oui, très rapidement, donc quand M. Herman dit que notre collectif ne propose pas d'alternative, on est désolé de lui répondre que déjà, il y a quelques années, on avait fait cette brochure, les 10 bonnes solutions pour faire sauter les bouchons, dont le préfet précédent, pas l'actuel, m'avait dit qu'elle était très bien argumentée. C'est vrai que l'actuel préfet, je ne sais pas s'il a l'ouverture d'esprit suffisante, même pour lire cette brochure, mais on y reviendra. Ensuite, de manière plus précise, comme on est en Grenelle de mobilité, donc dans votre dossier de presse, vous l'avez ce document, hein, donc on demande au Grenelle des mobilités l'étude d'un scénario alternatif qu'on a décrit ici. Alors d'abord, on est tous d'accord pour dire qu'il y a trop de bouchons, trop de camions, trop de pollution, donc ça fait pas débat, ça on est d'accord. Ensuite, il y a un quasi-consensus pour dire qu'il faut réduire ce que nous on appelle l'autosolisme, le fait que les gens des zones périurbaines, ils vont seuls dans leur voiture, dans l'agglomération strasbourgeoise, c'est le fameux trafic pendulaire, domicile-travail, qui représente 90% du trafic aux heures de pointe. Donc il faut arriver à convaincre une part, 20%, 30% de ces autosolistes de ne plus être seuls dans leur voiture, avec toute la réflexion sur les transports collectifs, le covoiturage, etc. Là, on ne doute pas de la volonté de l'ADUS qui pilote ce Grenelle des mobilités et des autres acteurs pour proposer des choses créatives dans ce cadre-là. On pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Mais après, ce qui nous gêne par contre, c'est que pour accompagner cette réduction de l'autosolisme, le scénario qui est quasiment imposé, et donc il n'est même pas mis en débat, alors qu'on est dans un Grenelle, c'est quand même un peu surprenant, c'est un scénario qu'on pourrait appeler GCO, donc il faut un GCO, on ne met pas en place l'écotaxe, d'accord, pas d'écotaxe, et en troisième, on requalifie l'A35 en boulevard urbain. Ce qui, d'après nous, est peut-être quelque chose qui pose encore plus de problèmes que le GCO lui-même, puisque par exemple, il resterait 150 000 véhicules par jour sur cette A35 requalifiée. Alors comment un artisan, puisqu'on parle beaucoup d'économie, va-t-il circuler de Bischheim à la Méno, s'il a un client à la Méno et qu'il habite Bischheim, alors qu'il est sur un boulevard urbain? Ça risque vraiment d'être une catastrophe pour le petit barreau nord-sud de l'Eurométropole. Voilà, tout ça c'est un peu détaillé là-dedans. Et alors bien sûr, Martine l'a dit, donc je ne vais pas plus loin là-dessus, mais on a fait un tableau, on a fait
ont des simulations de coûts, effectivement, les camions, et on n'a même pas intégré les nouveaux tarifs de l'écotaxe. On a fait ça il y a quelques semaines, et le fait que l'écotaxe va maintenant être payante sur tout le réseau routier allemand et pas seulement sur les grandes autoroutes. Donc un camion, il fera entre 30% et 80% d'économie pour basculer côté alsacien, alors qu'il est historiquement côté allemand. C'est un axe important pour l'économie allemande qui est basée sur l'export, et alors qu'il se reportait chez nous, pas pour notre économie, mais uniquement pour échapper à la taxe allemande. Et donc cette taxe allemande, elle est proportionnelle aux normes de pollution des camions, alors que le péage de l'autoroute n'est pas proportionnel aux normes de pollution. Donc résultat, c'est les camions les moins polluants qui feraient que 30% d'économie, mais c'est les plus polluants qui feront jusqu'à 80% d'économie. Après, ça dépend encore heure creuse, heure pleine, mais ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les bouts. Vous l'avez le tableau ici. Et voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est à la fin de ce document que vous avez dans votre dossier de presse, on propose un scénario alternatif sans GCO, clairement, avec l'écotaxe, voilà. Et surtout aussi un troisième concept qui est aussi une réflexion sur l'A35, puisque bon, l'A35, il faut aussi trouver des solutions, et qui avait déjà sorti TTK en 2005 et qui méritait d'être étudié, mais bon, comme sans doute c'était une solution qui évitait de faire le GCO, je pense que les pro-GCO à l'époque, ils ont enterré cette proposition. Et donc nous, on demande qu'elle soit remise à l'étude. C'est ce qu'on appelle la séparation des flux sur l'A35. Actuellement, l'A35, elle a deux types de flux. Un flux transversal, qui fait en gros le barreau nord-sud, d'accord? Mais ce n'est pas le barreau nord-sud forcément européen, c'est Schiltigheim, Menlo, Bischheim-Ilkirch, qui est vital pour l'économie strasbourgeoise, mais aussi un flux radial des pendulaires domicile-travail, qui eux, pour aller travailler dans l'agglomération, souvent, on en est tous témoins, ils vont monter sur une courte bretelle et redescendre à peine après. Et c'est ce flux radial qui va cisailler le flux transversal, qui est peut-être une des causes les plus importantes des bouchons, plus que le trafic lui-même. C'est cet effet de cisaillement. Donc ce qui est proposé ici, c'est qu'on garde à l'A35 sa vocation de passage. Comme ça, on règle le problème des barreaux nord-sud, que ce soit le petit, celui de l'Eurométropole, celui de l'Alsace, voire le grand, mais le grand, il faut le limiter grâce à l'écotaxe, le barreau nord-sud européen. Et donc, en gros, on divise le trafic de l'A35 par deux, parce que TTK avait montré que sur les 200 000 véhicules par jour les plus chargés, il y en a 100 000 qui font du transversal, du nord-sud, et 100 000 qui font du radial. Donc si vous enlevez le radial, vous divisez le trafic par deux, et vous soulagez l'A35. Alors bien sûr, on me dira, mais le radial, il faut bien qu'il aille quelque part. On va trouver des aménagements de génie civil, il va longer, il va passer en dessous. Bien sûr, il y aura toujours encore des bouchons sur le radial, mais le but, c'est justement de réduire l'autosolisme et de soulager aussi ce flux-là. Mais comme on a séparé les deux problèmes, on pourra plus facilement agir sur le problème du radial qui engorge l'agglomération. Donc on demande clairement, puisqu'on est dans un Grenelle des mobilités, que ce scénario sans GCO, avec écotaxe et séparation des flux sur l'A35 soit sérieusement mis à l'étude. Et alors d'ailleurs, il y a eu un courrier qui a été fait et qui a signé par des gens aussi divers que Martine Bonner ici présente, mais aussi Daniel Dambar, maire de Schiltigheim, Justin Vogel, président de la Comcom-Korsberg à Karland. Voilà, ce courrier. Il a été renvoyé à M. Herman d'ailleurs, M. Rotner, M. le préfet, etc. Alors que M. Herman dit qu'il n'y a pas d'alternative, il pourrait au moins être assez bourgeois pour mettre à l'étude l'alternative qu'on lui propose, puisque c'est eux un petit peu les promoteurs du Grenelle des mobilités. À l'heure actuelle, nous n'avons encore pas de réponse à ce courrier. Mais je pense que l'information de l'avis défavorable, on espère que ça va remuer un peu les consciences parmi ceux qui veulent nous faire le Grenelle des mobilités. Voilà, donc j'ai fait un petit dossier presse. Donc voilà, j'ai aussi mis l'appel de 69 médecins, la tribune des médecins, pour en finir avec les fausses bonnes solutions, avec quelque chose de très parlant. Voilà, avec le GCO, avec les vents dominants, la pollution des camions sera rabattue sur l'agglomération strasbourgeoise. Voilà, donc fausse bonne solution, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, bon, après s'il y a des questions, on peut y répondre. Je vous ai aussi mis la petite infographie à partir des éléments d'analyse de la Cour des comptes qui avait à l'époque dénoncé l'abandon
scandaleux et très coûteux pour l'État de l'écotaxe. Donc c'est quelque chose que nous, on demande clairement qu'il soit remis en place. Voilà, je ne veux pas être plus long. Ah, peut-être une petite remarque, puisque monsieur le préfet, quand on l'interpelle, il dit souvent oui, monsieur le maire, tout ça, mais il y a eu une DUP en 2008. Et moi, je dois respecter cette déclaration d'utilité publique de 2008. On pourrait répondre qu'on est en 2018, qu'il y a la loi sur la biodiversité, que les enjeux en termes de dérèglement climatique, tout ça ne sont pas les mêmes. La France a pris des engagements, mais ça c'est une réponse théorique, mais on peut y faire une réponse très pratique. Et Maurice Bins parlait de 5 avis défavorables. En fait, il y a eu un avis favorable en 2008, mais avec 4 réserves. Et une des réserves, c'était par exemple la mise en place d'un revêtement absorbeur de bruit sur tout le tracé de l'autoroute. Or, cette réserve n'a jamais été prise en compte par Vinci. Et un avis favorable avec une réserve non levée devient un avis défavorable. Donc, j'aimerais bien répondre à M. le Préfet, s'il m'en laisse l'occasion, que son histoire de DUP de 2008 ne tient pas, puisque là aussi, c'est devenu un avis défavorable. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si Michel va encore rajouter quelque chose. Juste une seconde, parce que sinon on ne pourrait pas poser de questions. Quand Maurice Vins parlait tout à l'heure de police de l'environnement, effectivement, c'est nous, les citoyens, les associations, les associations, qui sommes obligés de faire la police de l'environnement. On l'avait déjà fait le 8 décembre. On a attendu un peu, on a vérifié. Après l'action du 20 septembre, la tentative de déboisement, on s'est aperçu que 2 mesures essentielles qui sont dans les arrêtés ministériels préfectoraux n'ont pas été respectées pour les espèces protégées, comme les chiroptères et le travail qu'il fallait faire sur les arbres, avec la coupure de lierre. Donc on a constaté tout ça, on a fait des études, les inspecteurs de l'environnement de l'ONCFS sont venus, la plainte a été déposée, on vient de réinterpeller le procureur de la République pour savoir quelle suite il entend donner à cette plainte. Mais comme, après le référé mesure utile, Arcos a recommencé lundi et mardi dernier à faire des comptages et à faire des interventions sur les arbres à qualité en mauvaise période, en utilisant des moyens d'obstruction qui ne sont pas ceux qui sont prescrits dans l'arrêté du 24 janvier 2017, on a fait faire un constat d'huissier qui sera complètement terminé demain et qui nous servira dans les recours qui sont en place. Et on travaille aussi, encore une fois, sur le problème de la compétence. Est-ce que la compétence est celle du préfet qui est là à la fois instructeur et qui donnerait l'autorisation, ou est-ce que ça ne doit pas être la compétence du ministère qui prenne entièrement ses responsabilités et qui aille au bout des demandes qu'on a faites, y compris en mettant en place une commission de médiation qui permettrait la mise en place d'un moratoire et que chacun puisse vraiment évaluer et aller sur un projet, prendre une décision sur un projet qui, contrairement à ce que le ministre avait dit il y a quelques mois, n'est plus ni cranté juridiquement, ni cranté financièrement, puisque la BEI n'a pas encore classé, malgré les annonces d'Arcos sur le financement, c'est pas totalement classé. Et sur l'écotaxe, j'espère sans GCO, mais aussi pour la suite, le Parlement européen, avec les autres acteurs, à savoir le Conseil et la Commission, fait un gros travail, a voté un rapport le 7 juin, où on avance sur l'écotaxe, qui ne sera pas, nous on n'aimait pas l'appellation parce que ça s'appelait une éco-vignette, mais j'ai vérifié ce matin auprès des collaborateurs de la présidente de la commission des transports, qui est Karima Deli, qui est au groupe écologiste au Parlement européen, et il y aura passage à une redevance en 2021, si on arrive au bout de la discussion, avec kilométrage, poids et indication de pollution des véhicules. Donc on a, si on veut, les moyens, et on pourrait même commencer, si on veut, l'expérimentation. Merci. Merci à chacun d'entre vous d'avoir aussi bien éclairé le dossier, son état d'avancement et puis les attentes surtout maintenant de la part des autorités préfectorales pour examiner dans le cadre du Grenelle des mobilités les solutions proposées. Peut-être compléter aussi pour vous dire que j'ai eu un petit échange très bref avec le ministre Nicolas Hulot, ministre auquel j'ai remis
Le dossier de l'enquête publique, parce que manifestement ce dossier ne lui était pas arrivé en l'état jusque sur son bureau, et il s'est engagé auprès de moi de l'étudier très en détail et de revenir rapidement, dans un délai rapide, avec, si ce n'est des propositions, en tous les cas, une suite à proposer, qui, je l'espère, ira dans le sens de la raison, du respect de la vie des citoyens, du respect de la démocratie et surtout du respect de notre environnement et de la planète. On a peut-être quelques instants, moi j'ai plus beaucoup de temps, mais peut-être que, parce que moi j'ai une réunion juste à côté à l'hôtel de ville, mais peut-être qu'il y a quand même des questions. J'ai une question technico-juridique, parce que je ne suis pas le dossier en permanence de tout près. Si vous n'êtes pas entendu, qu'est-ce qui manque encore à Vinci pour qu'il puisse commencer le chantier? Les autorisations, là ce qu'il lui faut, c'est les autorisations environnementales. C'est l'État qui les donne, c'est le ministère de l'Environnement? C'est le préfet ou ministère. D'accord. En fonction des types d'espèces, mais c'est ce qui découlerait de l'enquête publique qui vient de s'achever. D'accord. Et il peut passer outre l'être négatif, c'est ça? Il peut le faire. Voilà. Donc ça peut être à tout moment, ça peut être demain, dans 6 mois. Là, il faut formellement qu'il attende la réunion du Codex. D'accord. Voilà. C'est la dernière étape. Ouais. D'accord. De la même manière que cette autorisation peut être attaquée. Oui. Et le fait d'avoir 4 ou 5 avis défavorables, voilà, donne des chances dans ce registre-là. Mais même, on préférait que la raison l'emporte. La question de l'écotaxe, le relevant, c'est un élément essentiel dans votre alternative. Comment vous sentez le gouvernement par rapport à ça, sachant que Édouard Philippe parlait plutôt d'une vignette? Alors, la différence, la question de la vignette, je vais dire, c'est moins nul que rien du tout. Mais en tous les cas, la vignette ne vaut pas une écotaxe, parce qu'une vignette qu'on achèterait, au contraire, elle est amortie. Plus un camion va rouler, plus la vignette va être amortie. Donc c'est pas forcément la solution à notre problématique. L'écotaxe, par contre, permettrait de fixer une taxe à chaque passage, et notre matériel est toujours là. Donc allons-y. C'est vraiment le sens aussi. J'ai pu glisser ce message-là à Nicolas Hulot. En tous les cas, vous avez raison. On entend le discours d'Édouard Philippe et on espère que... Juste compléter, je t'en prie. Il y a quand même 7 pays européens qui ont mis en place l'écotaxe, une redevance au kilomètre, et plus on fait de kilomètres, plus c'est cher, donc ça donne un avantage concurrentiel à la courte distance sur la longue distance, et ça peut même éventuellement limiter le nombre de camions à des endroits sensibles, alors que l'Eurovignette, c'est juste tout le contraire, c'est un forfait. Et donc du coup, pour rentabiliser le forfait, il faut rouler beaucoup. Donc si on met en place l'Eurovignette, pour l'Alsace, c'est catastrophe bis. Alors que nous, on demande l'équilibre des taxes de part et d'autre durable. Je ne vois pas pourquoi les Allemands ils renonceraient à l'écotaxe, alors qu'ils sont en plus en train de la généraliser, de l'augmenter. Mais bon, je crois que Michel a parlé d'informations récentes comme quoi, même si c'est un problème de vocabulaire, mais qu'on se dirigerait quand même vers une redevance au kilomètre. Sur 2021, donc dans le texte, de toute façon, et aussi éventuellement, je peux vous envoyer le lien du rapport qui a été voté. Dans le texte, il est évoqué avec des amendements, etc. La mise en place de l'écotaxe à partir de 2021. Au début, ce sera une vignette, comme la FNTR la veut en France. Mais on sait que ce que les collaborateurs du Karima Deli m'ont dit, elle était au vote à ce moment-là, mais je la réinterrogerai. La position française est quand même de suivre la tendance qui s'est faite. Et ils ne sentent pas, puisqu'ils vont aller dans la discussion maintenant de ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire les 3 parties, le Parlement, le Conseil et la Commission, ils ne sentent pas des points de blocage extrêmement forts qui feraient que ce dossier pourrait chuter. Et donc, je dirais, avec ou sans GCO, ce serait pour le transport européen un peu tout ce que vient de dire Luc Hubert, qui pourrait avancer en termes d'utilisation du camion, y compris ce qu'on appelle le cabotage des camions qui viennent d'Allemagne et de l'Europe de l'Est et qui continuent à faire pour des filiales avant de repartir
du transport. Donc tout ça, ça pourrait aider à diminuer avec une volonté d'affectation, j'espère, qui sera vraiment réelle, c'est-à-dire sur l'entretien des autoroutes. Et ça paraît très important. En tout cas, le dossier, s'il n'est pas voté fin de cette mandature, c'est-à-dire d'ici fin 2019, il pourrait l'être. Normalement, c'est ce que sentent les députés. C'est pas Karima Delli qui est rapporteur, hein. Ça doit être une députée socialiste ou française. Je vous donnerai, vous pourrez photographier le rapport et vous pourrez trouver les éléments et recontacter Karima Delli. Mais la tendance est plutôt bonne, y compris au niveau du gouvernement français. Nous resterons vigilants.